Mesdames, Messieurs, bonjour à vous tous. Pendant que vous terminez de vous installer, je vais procéder au lancement plus ou moins officiel de cet après-midi, de ce séminaire régional politique de la ville, ici dans ce merveilleux lieu de la condition publique à Roubaix, qui se définit comme un laboratoire créatif où se croisent culture et innovation sociale, urbaine et environnementale, un lieu donc particulièrement adapté à ce séminaire politique de la ville organisé à l'initiative du préfet de la région Hauts-de-France, que je salue, et rendu concret ce jour par l'IREV que vous connaissez tous ici. Nous avons un programme d'une extrême densité tout au long de cet après-midi où des tas d'expériences, de concrets, de réussites vont être exposés à vous, cher public, à travers des témoignages. Donc, on va aller très très vite. Je suis chargé, entre autres, d'animer cette journée. Je suis journaliste, je suis d'assez près toutes ces problématiques politiques de la ville. Mais je passe tout de suite à Jean-Christophe Levasseur la parole, directeur de la condition publique, pour le traditionnel mot de bienvenue. Bonjour. Donc effectivement, je suis Jean-Christophe Levasseur. Je suis directeur de la condition publique. Merci beaucoup, monsieur le préfet, monsieur le vice-président du conseil régional, également monsieur le maire, d'avoir choisi la condition publique pour ce temps de travail. Notre métier ici, c'est d'être un établissement culturel, mais évidemment, d'être dans ce quartier nous définit énormément, puisque un grand nombre de nos actions partent des problématiques qu'on peut trouver ici à proximité, mais qui concernent finalement tout le monde, que ce soit des enjeux autour de l'alimentation, la question de l'espace public, les problématiques liées au logement, autant de matières dont les artistes peuvent s'emparer, à partir desquelles ils peuvent travailler, la citoyenneté et ainsi de suite, et essayer de contribuer aux enjeux de notre temps et de ce quartier-ci. Et donc vous qui venez travailler en ces murs, ça nous apporte du supplément d'âme, ça nous apporte aussi peut-être des idées, une motivation, des perspectives pour travailler et aussi peut-être de nouveaux partenaires, parce qu'on est toujours en recherche de gens avec qui on peut nourrir dans la contradiction des projets ce projet ici de conditions publiques et de laboratoire créatif. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous remercie à nouveau, monsieur Barnier aussi, que je ne vais pas saluer. Et bon après-midi de travail. Je passe la parole à monsieur le vice-président. Non, l'ordre. Ah non, c'est vous qui le faites. Mais on peut le faire ensemble, si vous le regardez, on improvise. Donc c'est Guillaume Delbar, vice-président de la région Hauts-de-France, en charge de la rénovation urbaine, du logement, de l'innovation numérique et sociale. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur l'animateur, j'ai compris le message. Programme d'une extrême densité, ça veut dire discours d'accueil d'une extrême capacité de synthèse. C'est plutôt le genre de la maison, donc ça tombe bien, mais je vais quand même prendre un moment pour saluer Madame Anaïs Briand, qui est la représentante du CGET, Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet à l'égalité des chances, et vous accueillir tous dans ce lieu qui a déjà une histoire récente, puisque il y a un peu plus d'un an, nous avons eu le plaisir d'accueillir le président de la République qui s'est préparé ici jusqu'à fort tard dans la soirée, puisque, monsieur le préfet, vous vous souvenez, nous avons fini vers 1h30 du matin, donc je souhaite d'ores et déjà que vous préveniez vos familles que le lieu et la capacité d'accueil du directeur et de son équipe va jusqu'au bout de la nuit. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'accueillir le président de la République pour lui montrer ce qui était fait ici. C'était en préfiguration de son discours du lendemain à la Pleine Image, discours dont est sorti quelques mois après le rapport Borloo, qui a montré notre capacité à travailler ensemble. Et c'est vrai que ce lieu a une autre histoire, puisque nous fêtons aujourd'hui les 1 an de la politique, les 1 an de l'appel de Grigny, que j'ai contribué à lancer avec quelques maires et qui a lancé aussi une dynamique de collaboration tout à fait intéressante. Mais comme je m'exprime comme vice-président de la région, je voulais tout d'abord vous dire qu'on est parfaitement calé sur les préoccupations. 2 chiffres, 42% des habitants des quartiers vivent sous le seuil de pauvreté et un demandeur sur 5 habite en quartier prioritaire. C'est l'œuvre
que nous avons à travailler ensemble. Vous le savez, avec Xavier Bertrand, depuis notre arrivée, la priorité est claire, à l'emploi. J'en profite pour saluer mon collègue Hakim El Azzouzi, qui est depuis quelques mois, depuis quelques semaines pour être plus juste, conseiller délégué à l'emploi dans les quartiers, donc au cœur des préoccupations du jour. Promis, ça n'a rien à voir avec la réunion du jour où on a travaillé en effet avec Hakim depuis des mois, parce qu'on pense que dans une région qui a fait tant d'efforts pour faciliter l'emploi de ses habitants, avec Proche Emploi, avec l'aide à la mobilité, incarné par la voiture à 2 € qui rend pas mal de services et qui lève pas mal de freins, incarné aussi par l'aide à la garde d'enfants. On avait besoin de travailler spécifiquement sur ces quartiers prioritaires, sur l'axe d'abord de l'emploi des plus fragiles, qui va nous permettre de travailler sur ceux qui sont les plus loin, en leur offrant une deuxième chance, avec des dispositifs qui ont fait leurs preuves, mais aussi en ayant, et c'est notre deuxième priorité, la volonté de développer l'esprit d'entreprise. Et le troisième axe, et comme j'ai promis d'être bref, je n'irai pas plus loin dans le détail. Le troisième axe, ce sera d'accompagner tous ceux qui ont réussi et leur parcours dans la méritocratie républicaine, et de les accompagner vers l'emploi avec des dispositifs de parrainage qui ont fait leurs preuves. C'est le message, en conclusion, que je voulais vous donner. Après 4 ans et demi comme maire de Roubaix, donc concerné à 70% de la population en quartier prioritaire, après plus de 2 ans comme vice-président de la région en charge de la rénovation urbaine, du logement, de l'innovation numérique et sociale, je suis plus que jamais convaincu que c'est en travaillant ensemble, comme on le fait aujourd'hui, qu'on aura des chances de réussir. À l'État de donner les impulsions, à la région de relayer et de trouver une forme de proximité, et puis aux collectivités locales de représenter le lien avec le terrain. Bonne journée de travail à tous. Normalement, on ne devrait pas battre le record d'1h30 du matin du président de la République, donc j'ai tenu, j'ai été bref, vous avez laissé votre montre pour que le timing soit respecté. Bon travail à tous et merci à l'IREF d'avoir préparé ces rendez-vous. Merci à vous. Merci M. Delbar, merci pour votre sens de la synthèse. Et il revient maintenant à M. le Préfet Michel Lalande de nous rejoindre à cette tribune pour quelques mots aussi de bienvenue. Merci beaucoup de votre accueil dans cet amphithéâtre devenu mythique, mon cher monsieur le maire, mon cher vice-président, ma chère directrice, ma chère Anaïs Bréau, mon cher collègue, mon général, mes chers amis, si vous le voulez bien, pour aller à l'essentiel et pour employer des mots justes. La politique de la ville, vous n'avez pas de chance, mais on est un certain nombre à être croyants et pratiquants. Rassurez-vous, ce n'est pas une violation des principes de laïcité, mais c'est un état personnel. Et quand je regarde Anaïs Bréau, on s'est croisés il y a 20 ans en Seine-Saint-Denis. Elle était sous-préfète à la politique de la ville dans le Val-de-Marne. Et moi, j'étais sous-préfet d'un arrondissement qui avait de l'argent, qui était l'arrondissement du Raincy, mais qui avait Tremblay en France, Sevran et quelques autres villes comme Noisy-le-Grand. Donc, c'est vous dire, si la politique de la ville, c'est quelque chose qui nous habite au plus profond de nous-mêmes. Et si c'est une politique qui nous habite, c'est tout simplement parce que ça reste fondamentalement la promesse de la République. Et la promesse de la République, se résume dans ces 3 mots mythiques, sont celles de liberté, d'égalité et de fraternité. Et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, là où les effets de trappe vous attrapent les gens par la tête ou par les jambes et vous les mettent dans des, comme on dirait à La Réunion, dans des faits noirs dans lesquels ils ne peuvent pas ressortir. Alors, bien sûr, on va idéologiser sur les aliénations individuelles, collectives, on se fait plaisir, mais on ne change pas le sort des populations. Et la politique de la ville, finalement, elle est née dans l'esprit des nordistes, elle a été bonifiée par des nordistes, n'oublions pas la longue liste des ministres qui se sont penchés sur cette question. Eh bien, la politique de la ville, c'est un
une sorte de missile qui a été tiré contre les déterminismes. Et ce missile qui a été tiré contre les déterminismes, il a finalement, au fond de lui-même, qu'un objectif fondamental, redonner de densité, redonner de la vérité à cette promesse républicaine qui est née avec la Troisième République, qui a fait l'esprit des radicaux, comme on l'a appelé, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui a irradié le programme du Conseil national de la résistance et qui est au cœur du pacte républicain que sous-tend la politique de la ville. Mes chers amis, si vous voulez, si nous voulons progresser d'une façon très concrète, comme nous le rappellera l'animateur tout à l'heure, à travers notamment les ateliers auxquels vous allez participer, il faut que nous soyons clairs sur nos objectifs et clairs sur la méthode de travail. Sur les objectifs, pour ma part, j'en vois 3 aujourd'hui, qui retentissent avec une lumière particulière. Le premier, tout d'abord, c'est l'accès à l'école. Vous allez me dire, monsieur le préfet, vous êtes gentil, mais enfin, il y a eu le Jules Ferry. Ouais. Sauf que le père Jules Ferry, à l'époque où il décidait que les gamins allaient à l'école, d'abord, ils n'y allaient pas tous, contrairement à ce qu'on nous dit. Et deuxièmement, l'autorité de l'État était telle qu'au bout du bout, même dans les familles paysannes du fin fond de nos provinces, les gamins finissaient par aller à l'école. Et quand ils n'y allaient pas, c'était comme les gendarmes qui allaient les chercher. Ouais, ben aujourd'hui, c'est fini tout ça. Donc, premier sujet, interrogation sur l'accès à l'école, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est une réalité concrète, tangible, vous le vérifiez dans tous vos quartiers. Moi, ce qui me frappe, c'est à chaque fois que j'y vais, pendant que les gamins devraient être à l'école, c'est le nombre de gamins qu'on voit qui n'y sont pas à l'école. Voilà, et c'est pas nouveau, il y a 20 ans en Seine-Saint-Denis, c'était déjà le cas. Deuxième sujet, c'est l'accès à l'école, c'est bien, mais la permanence du suivi à l'école, c'est pas mal non plus. Hein. On appelle ça le décrochage scolaire. Ça fait 10 ans que nos collègues de l'éducation nationale sont dessus, qu'ils ont fait de grands progrès. Mais moi, je rajoute une troisième catégorie, hein, c'est l'évitement scolaire. C'est tous ceux qui, sous couvert de pratiques X ou Y, en fin de compte, évitent l'école soigneusement. Premier sujet, l'école. Tant que l'école ne sera pas au cœur du village, si je puis dire, tant que vraiment l'école ne sera pas le serment de Koufra que fera une société pour elle-même et pour ses propres enfants, si je puis dire, eh bien, la question de l'intégration scolaire sera une question qui ne pourra pas ne pas être interrogée. L'école, la formation initiale, c'est bien, la formation continuée, appelez les termes que vous voulez, ça m'est bien égal, est aussi indispensable. Aujourd'hui, on a un besoin absolu de développer des politiques de formation continue, articulées avec d'ailleurs la formation initiale, ce qu'on appelle l'apprentissage, qui suppose que très très vite, on mette en dialogue le monde éducatif, l'enseignement classique, comme on disait autrefois, ou l'enseignement technique, et le monde professionnel, qui soit d'ailleurs public ou qui soit privé, parce que je rappelle quand même que un des grands apports de la présidence de François Hollande, c'était tout de même d'ouvrir l'apprentissage au secteur public. Je rappelle que l'État, aujourd'hui, peut prendre des apprentis. Je le dis à tous les fonctionnaires d'État qui sont là, les apprentis, ce n'est pas que le menuisier du coin. Les apprentis, c'est aussi les collectivités locales, monsieur le maire. Et je sais que vous en prenez ici, dans votre ville. Donc, investissons, mettons-nous en résonance avec cette exigence qui est de dire il y a le temps de l'école et il y a le temps de la formation. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai aussi pour les moins jeunes. Troisième élément, c'est l'accès à l'emploi. Je pense que c'est bien, on a connu l'époque de la formation pour les informations, hein, on a connu les emplois jeunes, les emplois aidés, pour les emplois aidés, qu'on renouvelait sans qu'il y ait de débouchés concrets. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même une conjoncture économique qui fait que, quel que soit le chef d'entreprise que l'on rencontre, y compris dans le secteur agricole, il n'y en a pas un, vous m'entendez, pas un ou pas une, qui vient nous expliquer les difficultés qu'il a pour retrouver des salariés à sa main. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que s'ouvrent ces espaces qu'on appelle les quartiers pour que des entrepreneurs puissent multiplier d'abord les contacts, puissent disposer d'espaces de tiers-lieux, comme on dit aujourd'hui, d'espaces de dialogue qui permettent à des jeunes ou à des moins jeunes de trouver une insertion professionnelle. Alors vous savez, quand on est préfet, on n'est jamais très drôle, mais on est surtout très attentif à ce qu'on lit et à ce qu'on fait.
Et moi, je voudrais rendre hommage, en tout cas, à toutes les équipes qui se mobilisent avec le préfet Barnier sur, par exemple, les emplois francs. Les emplois francs, la métropole européenne de Lille, dont Roubaix, représente 40% des résultats nationaux. Bon, je ne pense pas qu'on lira ça jamais dans la Voix du Nord, mais enfin, je vous le dis ici, par conséquent, 40% des emplois francs en France sont ici. Et nous allons d'ailleurs proposer au président de la République qu'il étende le bénéfice de cette expérience à d'autres territoires que la métropole européenne de Lille. Sur les stages dans classe de 3e, là aussi c'est Barnier qui est notre Saint-Augustin, je ne sais pas comment on peut dire, un peu celui qui fait presque des miracles, méfiez-vous quand même, parfois ça se termine mal. Mais cela étant, sur les stages, combien on en a trouvé? 1500, c'est ça? 1500. Non mais on nous disait il y a encore quelques mois, oh, les gamins de 3e, ils n'arrivent pas à trouver des lieux de stage. Ben, quand on se bouge un peu les fesses, entre nous soit dit, on en a fait 1500, et si on en avait dit 3000, on en aurait fait 3000. Pour vous dire que cette politique de la ville, si elle est une promesse républicaine, pour que cette promesse se concrétise, c'est qu'il faut qu'elle parvienne, comme l'a dit le maire à l'instant, à s'appuyer sur un partenariat. Le partenariat, il a longtemps été un dialogue entre les maires et l'État. Je suis désolé, la puissance publique ne peut pas tout. La puissance publique peut quand elle s'appuie, par ailleurs, sur le secteur qui maille la société, qu'est le secteur associatif, notamment dans les quartiers. Puis enfin, il y avait un grand acteur qui était absent, c'était le secteur économique. C'était bien que le grand secteur social soit présent, mais il fallait aussi que le secteur économique soit présent. Car qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, celui qui tout de même crée des emplois, c'est tout de même le secteur économique, qu'il soit secteur économique solidaire, qu'il soit économie privée ou publique, parce que je n'oublie pas qu'il y a encore un secteur public économique dans notre pays qui lui-même est créateur de postes et d'emplois. Donc pour tout ce que vous représentez en termes de valeurs, mais pour tout ce que vous représentez en termes d'espoir, non pas pour vous-même, mais pour ceux pour le compte duquel vous travaillez, mais aussi pour vous-même, parce que je sais qu'on a tous ensemble la foi de cette promesse républicaine. Alors pour tout ça, je vous remercie. Et on va vous en demander bien davantage. Et je sais que grâce à ce séminaire, vous serez encore plus actifs demain matin pour monter en haut de l'Annapurna. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, c'est toute la France qui nous regarde cet après-midi à travers, dans ce lieu déjà expérimental de laboratoire et à travers les chiffres que vous venez de dénoncer et les réussites visibles, concrètes que nous allons analyser. Mais avant tout cela, je vais appeler à cette tribune Anaïs Bréau, sous-directrice du CGET, et qui va nous faire une présentation des orientations stratégiques de la politique de la ville. Et nous allons voir si les ambitions de ce séminaire recoupent celles de l'État. Et voilà, vous êtes la bienvenue, chère madame. La marche est un peu haute, mais voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors, on a prévu un petit PowerPoint, c'est très technocratique. Voilà. On a eu le temps de changer le nom. Merci. La feuille de route pour les quartiers. Donc, on a eu cet été, le gouvernement, une grande annonce de mesures pour les quartiers défavorisés. Une feuille de route qui est intervenue par une communication au Conseil des ministres et qui comprend une quarantaine de mesures dont je vais détailler une partie avec qui a précédé tout un processus de concertation très large. 15 000 personnes au total ont participé à des groupes de travail nationaux, locaux, dans 76 départements sous l'égide des préfets. Le président de la République avait lancé ce travail par son discours ici même à Roubaix en novembre dernier, il y a bientôt un an. Les groupes se sont réunis, ont présenté des propositions. Jean-Louis Borloo a été en charge de rédiger un rapport remis au gouvernement en avril. L'ensemble de cette co-construction, d'une ampleur assez inédite, a conduit donc à affirmer une méthode et une mobilisation collective à nouveau pour les quartiers. Je pense qu'on est un peu loin dans le diaporama, et si on pouvait revenir à la 3e slide, ça serait idéal. Oui, je veux bien. Comme ça, je regarde.
La numéro 3, ce serait idéal. Bon, ça ressemble à ce que j'ai sur mon papier intitulé numéro 3. Donc la précédente me va très bien. Le 14 novembre, je l'ai dit, la co-construction, le lancement d'une feuille de route et une mobilisation générale pour les quartiers. Alors, en matière de sécurité, si on a la même numérotation que la personne qui défile, j'en suis à la slide numéro 6. En matière de sécurité, c'est la police de sécurité du quotidien qui est un effort important pour 60 quartiers dits de reconquête républicaine en 2 vagues. À titre d'exemple, dans les premiers quartiers, les 30 premiers quartiers concernés, figurent un certain nombre de quartiers à Lille. Et c'est un renfort en effectif de policiers et de gendarmes qui se déploient d'ores et déjà sur le terrain. En matière de sécurité toujours, c'est une lutte contre la criminalité organisée et l'économie souterraine. Pour tout ce qui concerne la mixité sociale, on a 2 grands volets d'intervention que sont à l'origine la loi SRU et la loi égalité-citoyenneté sur les attributions de logements sociaux. Dans ces 2 domaines, la volonté du gouvernement est réaffirmée avec, dans la loi Elan actuellement en cours de promulgation, quelques inflexions sur la loi SRU. On ne touche pas aux objectifs et au contraire, ils sont rappelés. C'est à 20% ou 25% de logements sociaux dans chaque commune des intercommunalités selon leur taux de tension sur la demande de logements sociaux. Et quant aux attributions de logements sociaux, la disposition qui a été votée dans la loi égalité-citoyenneté, alors c'est assez technique, mais c'est politiquement très sensible, et pour les quartiers défavorisés, une disposition majeure qui a été votée il y a 2 ans, puisqu'il s'agit de dire que dorénavant, chaque année, dans chaque intercommunalité, les demandeurs de logements sociaux les plus modestes, le quart d'entre eux, on va dire, qui sont dotés des revenus les plus faibles, doivent se voir proposer une attribution de logement social hors des quartiers défavorisés. Il s'agit que pour les nouveaux entrants dans le parc social, on arrête de ne leur proposer que des quartiers déjà situés dans que des logements déjà situés dans des quartiers en grande difficulté et caractérisés par des taux de pauvreté très élevés. Cette loi va mettre évidemment encore des mois et des années à rentrer dans les faits. Ça passe par des conférences intercommunales d'attribution. La loi Elan, en cours de promulgation, renforce ce dispositif, puisque désormais, les 25% qui doivent être proposés aux plus modestes en dehors des quartiers ne pourront plus faire l'objet de modulation à la baisse. Donc c'est une affirmation importante et un engagement pour aller encore plus loin dans cette mixité par l'habitat social. Toujours concernant le logement et le cadre de vie, les annonces récentes la semaine dernière au congrès des bailleurs sociaux ont consisté à mettre en avant un plan de traitement des copropriétés dégradées. Il n'y a pas que le logement social dans les quartiers pauvres, il y a aussi les copropriétés en grande difficulté pour certaines. Et c'est 2,5 milliards qui sont mis sur la table, à la fois portés par l'ANA, par l'ANRU pour une partie, et complétés par des plans, par des prêts bonifiés de la Caisse des dépôts dans son volet qu'on appelle désormais Banque des territoires. Donc tout un portage de mesures en faveur des copropriétés dégradées pour prévenir celles d'entre elles et qui sont dans une situation intermédiaire et qui pourraient plonger dans une situation plus grave, et pour traiter les copropriétés qui sont d'ores et déjà en situation très, très grave. S'agissant de l'ANRU, on a un grand programme de renouvellement urbain à nouveau pour 10 ans, qui entre maintenant dans sa phase opérationnelle. Et ce plan est doté désormais d'un financement de 10 milliards. Donc c'est une hauteur de projets beaucoup plus ambitieux qui sont examinés à l'ANRU de façon très quotidienne. On est en train maintenant de passer en revue l'entièreté des quelques 400-450 projets nationaux et régionaux du nouveau programme de renouvellement urbain. C'est un effort sans précédent pour le bâti et pour les quartiers défavorisés. De la même façon, en matière de solidarité, sont envisagés d'ici 2022, d'ici la fin du quinquennat, le doublement des maisons de santé et des centres de santé dans les quartiers défavorisés, le développement des équipements sportifs dans en particulier les 50 quartiers les plus carencés,
en métropole et outre-mer. En matière de mobilité, c'est la slide suivante, une amélioration de la desserte, en particulier en Île-de-France, dans tout ce qui est fait à travers la Société du Grand Paris, le Grand Paris Express, et le développement de l'accès au permis de conduire. En matière de permis de conduire, il existe déjà un certain nombre d'aides et de dispositifs. Le bilan qu'on en tire est relatif et consiste à dire que, par exemple, le permis à 1 € n'est pas toujours mobilisé à la hauteur de ce qu'il devrait l'être. Ce sont des travaux qu'on engage conjointement avec le ministère de l'Intérieur, la délégation à la sécurité routière, et on va essayer de faire en sorte que ces dispositifs en faveur du permis de conduire et les difficultés d'accès que rencontrent en particulier les jeunes des quartiers défavorisés puissent être surmontés. Je continue. Un inventaire qui est un peu à l'après-vert, mais j'essaierai de développer un peu plus, si j'en ai le temps, les sujets emploi, développement économique. Donc je vais passer un peu plus vite, voilà, sur éducation. Je suis toujours sur éducation et petite enfance. C'était la slide numéro 9 dans mon déroulé. L'amélioration des modalités de garde, sujet très important pour lever les freins à l'embauche, est prévu via un bonus de 1 000 € par place de crèche créée dans les quartiers. Les cités éducatives sont une forme de label qui va traiter à la fois les programmes de réussite éducative, les sujets de bâti scolaire sur lesquels l'ANRU éventuellement intervient, mais aussi les moyens concrets que l'Éducation nationale, ministère important dans notre dialogue quotidien évidemment pour nous, ministère des Territoires, le ministère de l'Éducation nationale a prévu d'ores et déjà d'améliorer le taux d'encadrement par classe dans les maternelles, en particulier dans les 60 quartiers les plus en difficulté, quartiers toujours politique de la ville, augmenté de 3 000 € sur 3 ans dès la rentrée 2018, donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en œuvre, la prime des 60 000 personnels de l'Éducation nationale qui sont affectés dans les réseaux REP+, le doublement, qui est déjà en partie réalisé, mais qui se poursuit, des classes de CP, CE1, d'ici la rentrée 2019 partout dans les réseaux REP+. Et on l'a évoqué rapidement, 30 000 stages aux élèves de 3e pour tout particulièrement les jeunes des quartiers défavorisés. Ça passera par une bourse des stages, une bourse avec une plateforme nationale et un soutien aux associations qui promeuvent ces stages de 3e. Emploi et insertion professionnelle. On a tout un volet formation professionnelle. C'est un sujet qu'on n'avait pas l'habitude de porter avec un tel niveau d'engagement en politique de la ville et s'agissant des quartiers défavorisés. Une table ronde va être dédiée et va donner des illustrations très concrètes en la matière. On a ce qu'on appelle le PIC, le plan d'investissement dans les compétences, qui est doté d'un effort sans précédent de 15 milliards d'euros. Nous prévoyons et nous avons obtenu un ciblage prioritaire de cet effort du PIC qui doit à 15%, ça c'est quand on agrège l'ensemble des briques qui constituent le PIC, à 15% doit bénéficier à des habitants résidents des quartiers prioritaires. Cela va passer par une partie dédiée à des mécanismes de formation, de lutte contre l'illettrisme, puisqu'on sait que l'illettrisme est au moins 2 fois plus présent dans les quartiers défavorisés qu'ailleurs. Ça va aussi concerner les pactes régionaux qui sont en cours de définition et qui incombent évidemment aux régions. Dans tout ce plan de 40 mesures politiques de la ville, énormément de mesures sont portées par les collectivités locales, au premier rang desquelles les régions, les communes, les intercommunalités, mais aussi les associations, les entreprises. Les mesures politiques de la ville incombent à l'ensemble des parties prenantes. Les pactes régionaux, donc, devront avoir, région par région, un regard prioritaire pour les demandeurs d'emploi des quartiers défavorisés et du rural délaissé. Le ministère des Territoires marche sur les 2 pieds. Il s'agit à la fois de prendre en compte les zones urbaines en grande difficulté et les zones rurales elles-mêmes éloignées, enclavées et en difficulté également. Et puis les appels à projets sous l'égide de l'État vont être lancés. Sur certains d'entre eux, nous sommes déjà en train d'examiner les porteurs de projets qui ont répondu à ces appels à projets. D'autres vont être menés à l'échelle régionale sous l'égide des directs. Et certains sont encore en cours de définition. Dans chaque appel à projet, les publics prioritaires des quartiers défavorisés sont visés majoritairement ou prioritairement. Il s'agit de ce qu'on a appelé le 100% inclusion. C'est un appel à projet national. Nous avons déjà 18 candidatures en cours d'examen, des gros consortiums
L'un d'entre eux, par exemple, sans dévoiler encore les résultats, mais pour donner une illustration concrète, l'un d'entre eux vise à qualifier toute une filière de recrutement pour les métiers des bailleurs sociaux. Et donc, c'est un consortium avec l'USH, mais aussi certains groupes associatifs qui vont aider à repérer un public qui pourrait, via une période de formation et de qualification, accéder aux métiers offerts par les bailleurs sociaux. Et puis des appels à projets qui vont être déconcentrés et donc portés par les directs. Je pense en particulier à celui que nous appelons zéro invisible et qui va consister à repérer des publics qui spontanément ne bénéficient pas ou pas suffisamment de la formation professionnelle. Toujours dans le domaine emploi-insertion professionnelle, je vais parler aussi des emplois francs qu'a cité le préfet de région Michel Lalande. La région des Hauts-de-France est concernée, la métropole européenne de Lille est éligible, ses quartiers politiques de la ville sont éligibles au dispositif emploi franc. C'est une expérimentation pour l'instant qui est lancée dans 7 territoires en France, dont la MEL. Sur ces 7 territoires, on propose un mécanisme qui a pour principale qualité d'être très simple et très lisible. C'est ce que les professionnels du service public de l'emploi nous ont bien dit. Il suffit, pour être éligible, d'être demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et résider dans les quartiers politiques de la ville des territoires concernés. Donc l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi de la MEL, des quartiers résidant dans les quartiers politiques de la ville de la MEL, sont éligibles au mécanisme de l'emploi franc. Il s'agit de donner à l'employeur 5 000 € pour une embauche en contrat à durée indéterminée. L'aide est reconductible au maximum 3 ans, c'est 15 000 € donc pour un CDI et 2 500 € pour un CDD pendant 2 ans maximum. On est à peu près à l'échelle nationale à 2 500 maintenant demandes déposées par les entreprises, donc un peu moins d'emplois francs attribués et signés, puisqu'il y a un petit décalage entre le moment où l'entreprise se manifeste et le moment où l'emploi franc est validé et la subvention versée. Près de 800 dans les Hauts-de-France. Et ce que le préfet Lalande n'a pas dit, c'est que la mobilisation très poussée dans les Hauts-de-France fait que le nombre d'emplois francs ici est largement supérieur à la part du public éligible. Je pense que si on est à 40% d'emplois francs dans les Hauts-de-France, c'est pour un public éligible qui est plutôt de 20% de l'ensemble des publics éligibles en France. Donc on a tout particulièrement ici des conditions très favorables, un portage à très fort niveau, y compris par les collectivités locales, la MEL, les élus, l'ensemble des entreprises, les consulaires. Sous l'égide de l'État, on a eu un portage très fort, une réponse à bon niveau du service public de l'emploi de Pôle emploi. C'est pour nous un exemple positif et on essaye ailleurs d'encourager à reproduire une mobilisation de même ampleur. Tout ça dans l'idée de démontrer qu'on a là un dispositif qui vise à, en quelque sorte, rattraper une équité territoriale, remettre en quelque sorte les demandeurs d'emploi des quartiers défavorisés à bon niveau dans la liste d'attente. Une mesure qui vise à la discrimination positive et à surmonter les préjugés et les obstacles, les freins que rencontrent ces demandeurs d'emploi. Vous avez le calendrier et l'expérimentation qui est prévue avec une évaluation qui est d'ores et déjà bien sûr lancée pour essayer de montrer qu'on n'a pas forcément, via le dispositif emploi franc, les moyens de déclencher une embauche, mais on a les moyens d'infléchir la logique et le regard des employeurs. On se trouve tout particulièrement maintenant dans une période économiquement favorable. Pour la première fois depuis des années, le service public de l'emploi est en mesure de présenter aux employeurs des profils de demandeurs d'emploi un peu différents de ce que les employeurs demandaient habituellement. On est en mesure de leur proposer de prendre en compte des candidatures qui valent la peine d'être examinées. C'est toute la logique de ce dispositif. Toujours dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle, je vais citer, mais plus rapidement, d'autres dispositifs importants sur lesquels, là aussi, il y a eu des annonces. On a l'accompagnement aux créateurs d'activités, aux entrepreneurs des quartiers. C'est l'agence France Entrepreneur qui va être reprise par BPI France à partir de janvier 2019. On a toute la mécanique des clauses sociales, des clauses obligatoires dans les travaux publics,
avec ce que fait déjà l'ANRU depuis 10 ans, un montant de travaux et d'heures travaillées dans le cadre de l'ANRU obligatoirement alloués à des publics en insertion, mais c'est aussi vrai pour les travaux qui vont être lancés dans le cadre des Jeux Olympiques et d'autres grands travaux. On a la perspective de doubler le nombre d'apprentis issus des quartiers. Dans le plan apprentissage, c'est un des enjeux pour nous, quartiers prioritaires majeurs. On a au jour d'aujourd'hui en France seulement moins de 6% d'apprentis émanant des quartiers prioritaires. C'est beaucoup moins que leur part dans la classe d'âge. Donc on vise, le dispositif d'apprentissage est finalement devenu très élitiste et donc on vise tout un rééquilibrage de cette mesure apprentissage via l'apprentissage public, mais via aussi des dispositifs qu'on appelle pré-apprentissage. Dans le cadre du PIC, il va y avoir un plan de financement pour ces pré-apprentissages et nous pensons que c'est une bonne façon de faire venir ou revenir vers l'apprentissage des jeunes de milieux très défavorisés. On a aussi un enjeu sur le parrainage et le tutorage qui devraient voir leurs actions augmenter. Toujours dans la feuille de route du gouvernement, et là encore je vais énumérer, puisqu'on ne peut pas tout approfondir, dans le domaine de la lutte contre les discriminations, toute une opération de testing à nouveau, cette modalité de questionnement des pratiques des entreprises et des plus grandes entreprises a déjà été menée récemment, mais on relance cette opération de testing afin que dans leur modalité de recrutement, les entreprises objectivent et reconnaissent les discriminations, souvent involontaires, mais qui sont à l'œuvre dans leur dispositif RH. Prévention de la radicalisation, je passe dans un tout autre domaine, mais il s'agit, au moment où évidemment des efforts importants sont menés en termes de lutte contre les processus de radicalisation, en politique de la ville, on insiste aussi sur tout ce qui relève de la prévention, qui est d'ores et déjà plus ou moins inscrit dans les contrats de ville et qui se situe en amont des mécanismes de dérive sectaire. Et donc on demande que des plans soient rédigés dans le cadre de la politique de la ville et qui mettent en avant les efforts en politique de la ville qui peuvent être et qui doivent être menés en matière de prévention, qu'il s'agisse d'élaboration de contre-discours par exemple, de formation des parents et des soutiens à la parentalité, ou qu'il s'agisse aussi d'actions qui peuvent être menées en matière de santé mentale. Solidarité territoriale, la dotation de solidarité urbaine est augmentée de 200 millions sur 2018-2019. C'est un effort en direction des collectivités qui, pour beaucoup, donc, sont en politique de la ville. Soutien aux acteurs de terrain, on a la création, en plus des postes existants, de 1000 postes d'adultes relais en 2019, le doublement de postes de coordonnateurs associatifs, 15 millions d'euros à l'échelle nationale pour les grands réseaux associatifs pour qu'ils accentuent leurs efforts sur les territoires défavorisés. Un effort aussi pour ouvrir davantage de centres sociaux ou d'espaces de vie sociale d'ici la fin du quinquennat. On en prévoit 260 de plus. Et la revalorisation statutaire des travailleurs sociaux. Dans le domaine de l'engagement, c'est 20 000 acteurs de terrain par an qui vont encore être formés aux valeurs de la République et à la laïcité. C'est un module de formation que le ministère des Territoires et le CGET déploient maintenant depuis plusieurs années. Le développement également du service civique. Et puis des actions en matière de culture et d'égalité hommes-femmes. Je pense qu'on a là un panorama très complet de ce qu'est la feuille de route du gouvernement, qui encore une fois relève de la responsabilité de l'État, mais aussi, je le redis, des intervenants que sont les collectivités locales, les associations, les entreprises, et pour une partie vont se déployer entre maintenant et les années qui viennent. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir. Merci pour cet effort. Pardon, je vais récupérer le micro. Plutôt, je vais le remettre là-bas. Je fais un peu le ménage. Merci, Mme Bréau.
Mesdames, Messieurs, bonjour à vous tous. Pendant que vous terminez de vous installer, je vais procéder au lancement plus ou moins officiel de cet après-midi, de ce séminaire régional politique de la ville, ici dans ce merveilleux lieu de la condition publique à Roubaix, qui se définit comme un laboratoire créatif où se croisent culture et innovation sociale, urbaine et environnementale, un lieu donc particulièrement adapté à ce séminaire politique de la ville organisé à l'initiative du préfet de la région Hauts-de-France, que je salue, et rendu concret ce jour par l'IREV que vous connaissez tous ici. Nous avons un programme d'une extrême densité tout au long de cet après-midi où des tas d'expériences, de concrets, de réussites vont être exposés à vous, cher public, à travers des témoignages. Donc, on va aller très très vite. Je suis chargé, entre autres, d'animer cette journée. Je suis journaliste, je suis d'assez près toutes ces problématiques politiques de la ville. Mais je passe tout de suite à Jean-Christophe Levasseur la parole, directeur de la condition publique, pour le traditionnel mot de bienvenue. Bonjour. Donc effectivement, je suis Jean-Christophe Levasseur. Je suis directeur de la condition publique. Merci beaucoup, monsieur le préfet, monsieur le vice-président du conseil régional, également monsieur le maire, d'avoir choisi la condition publique pour ce temps de travail. Notre métier ici, c'est d'être un établissement culturel, mais évidemment, d'être dans ce quartier nous définit énormément, puisque un grand nombre de nos actions partent des problématiques qu'on peut trouver ici à proximité, mais qui concernent finalement tout le monde, que ce soit des enjeux autour de l'alimentation, la question de l'espace public, les problématiques liées au logement, autant de matières dont les artistes peuvent s'emparer, à partir desquelles ils peuvent travailler, la citoyenneté, et ainsi de suite, et essayer de contribuer aux enjeux de notre temps et de ce quartier-ci. Et donc, vous qui venez travailler en ces murs, ça nous apporte du supplément d'âme, ça nous apporte aussi peut-être des idées, une motivation, des perspectives pour travailler et aussi peut-être de nouveaux partenaires, parce qu'on est toujours en recherche de gens avec qui on peut nourrir, dans la contradiction des projets, ce projet ici de conditions publiques et de laboratoire créatif. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous remercie à nouveau, Monsieur Barnier aussi, que je ne vais pas saluer. Et bon après-midi de travail. Je passe la parole à Monsieur le vice-président. Non ? L'ordre. Ah non, c'est vous qui le faites. Mais on peut le faire ensemble, si vous le regardez, on improvise. Donc c'est Guillaume Delbar, vice-président de la région Hauts-de-France, en charge de la rénovation urbaine, du logement, de l'innovation numérique et sociale. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur l'animateur, j'ai compris le message. Programme d'une extrême densité, ça veut dire discours d'accueil d'une extrême capacité de synthèse. C'est plutôt le genre de la maison, donc ça tombe bien, mais je vais quand même prendre un moment pour saluer Madame Anaïs Briand, qui est la représentante du CGET, Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet à l'égalité des chances, et vous accueillir tous dans ce lieu qui a déjà une histoire récente, puisque il y a un peu plus d'un an, nous avons eu le plaisir d'accueillir le président de la République qui s'est préparé ici jusqu'à fort tard dans la soirée, puisque, monsieur le préfet, vous vous souvenez, nous avons fini vers 1h30 du matin, donc je souhaite d'ores et déjà que vous préveniez vos familles que le lieu et la capacité d'accueil du directeur et de son équipe va jusqu'au bout de la nuit. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'accueillir le président de la République pour lui montrer ce qui était fait ici. C'était en préfiguration de son discours du lendemain à la Pleine Image, discours dont est sorti quelques mois après le rapport Borloo, qui a montré notre capacité à travailler ensemble. Et c'est vrai que ce lieu a une autre histoire, puisque nous fêtons aujourd'hui les 1 an de la politique, les 1 an de l'appel de Grigny, que j'ai contribué à lancer avec quelques maires et qui a lancé aussi une dynamique de collaboration tout à fait intéressante. Mais comme je m'exprime comme vice-président de la région, je voulais tout d'abord vous dire qu'on est parfaitement calé sur les préoccupations. 2 chiffres, 42% des habitants des quartiers vivent sous le seuil de pauvreté et un demandeur sur 5 habite en quartier prioritaire. C'est l'œuvre
que nous avons à travailler ensemble. Vous le savez, avec Xavier Bertrand, depuis notre arrivée, la priorité est claire, à l'emploi. J'en profite pour saluer mon collègue Hakim El Azzouzi, qui est depuis quelques mois, depuis quelques semaines pour être plus juste, conseiller délégué à l'emploi dans les quartiers, donc au cœur des préoccupations du jour. Promis, ça n'a rien à voir avec la réunion du jour où on a travaillé en effet avec Hakim depuis des mois, parce qu'on pense que dans une région qui a fait tant d'efforts pour faciliter l'emploi de ses habitants, avec Proche Emploi, avec l'aide à la mobilité, incarné par la voiture à 2 € qui rend pas mal de services et qui lève pas mal de freins, incarné aussi par l'aide à la garde d'enfants. On avait besoin de travailler spécifiquement sur ces quartiers prioritaires, sur l'axe d'abord de l'emploi des plus fragiles, qui va nous permettre de travailler sur ceux qui sont les plus loin, en leur offrant une deuxième chance, avec des dispositifs qui ont fait leurs preuves, mais aussi en ayant, et c'est notre deuxième priorité, la volonté de développer l'esprit d'entreprise. Et le troisième axe, et comme j'ai promis d'être bref, je n'irai pas plus loin dans le détail. Le troisième axe, ce sera d'accompagner tous ceux qui ont réussi et leur parcours dans la méritocratie républicaine, et de les accompagner vers l'emploi avec des dispositifs de parrainage qui ont fait leurs preuves. C'est le message, en conclusion, que je voulais vous donner. Après 4 ans et demi comme maire de Roubaix, donc concerné à 70% de la population en quartier prioritaire, après plus de 2 ans comme vice-président de la région en charge de la rénovation urbaine, du logement, de l'innovation numérique et sociale, je suis plus que jamais convaincu que c'est en travaillant ensemble, comme on le fait aujourd'hui, qu'on aura des chances de réussir. À l'État de donner les impulsions, à la région de relayer et de trouver une forme de proximité, et puis aux collectivités locales de représenter le lien avec le terrain. Bonne journée de travail à tous. Normalement, on ne devrait pas battre le record d'1h30 du matin du président de la République, donc j'ai tenu, j'ai été bref, vous avez laissé votre montre pour que le timing soit respecté. Bon travail à tous et merci à l'IREF d'avoir préparé ces rendez-vous. Merci à vous. Merci M. Delbar, merci pour votre sens de la synthèse. Et il revient maintenant à M. le Préfet Michel Lalande de nous rejoindre à cette tribune pour quelques mots aussi de bienvenue. Merci beaucoup de votre accueil dans cet amphithéâtre devenu mythique, mon cher monsieur le maire, mon cher vice-président, ma chère directrice, ma chère Anaïs Bréau, mon cher collègue, mon général, mes chers amis, si vous le voulez bien, pour aller à l'essentiel et pour employer des mots justes. La politique de la ville, vous n'avez pas de chance, mais on est un certain nombre à être croyants et pratiquants. Rassurez-vous, ce n'est pas une violation des principes de laïcité, mais c'est un état personnel. Et quand je regarde Anaïs Bréau, on s'est croisés il y a 20 ans en Seine-Saint-Denis. Elle était sous-préfète à la politique de la ville dans le Val-de-Marne. Et moi, j'étais sous-préfet d'un arrondissement qui avait de l'argent, qui était l'arrondissement du Raincy, mais qui avait Tremblay en France, Sevran et quelques autres villes comme Noisy-le-Grand. Donc, c'est vous dire, si la politique de la ville, c'est quelque chose qui nous habite au plus profond de nous-mêmes, et si c'est une politique qui nous habite, c'est tout simplement parce que ça reste fondamentalement la promesse de la République. Et la promesse de la République, se résume dans ces 3 mots mythiques, sont celles de liberté, d'égalité et de fraternité. Et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, là où les effets de trappe vous attrapent les gens par la tête ou par les jambes et vous les mettent dans des, comme on dirait à La Réunion, dans des faits noirs dans lesquels ils ne peuvent pas ressortir. Alors, bien sûr, on va idéologiser sur les aliénations individuelles, collectives, on se fait plaisir, mais on ne change pas le sort des populations. Et la politique de la ville, finalement, elle est née dans l'esprit des nordistes, elle a été bonifiée par des nordistes, n'oublions pas la longue liste des ministres qui se sont penchés sur cette question. Eh bien, la politique de la ville, c'est un
une sorte de missile qui a été tiré contre les déterminismes. Et ce missile qui a été tiré contre les déterminismes, il a finalement, au fond de lui-même, qu'un objectif fondamental, redonner de densité, redonner de la vérité à cette promesse républicaine qui est née avec la Troisième République, qui a fait l'esprit des radicaux, comme on l'a appelé, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui a irradié le programme du Conseil national de la résistance et qui est au cœur du pacte républicain que sous-tend la politique de la ville. Mes chers amis, si vous voulez, si nous voulons progresser d'une façon très concrète, comme nous le rappellera l'animateur tout à l'heure, à travers notamment les ateliers auxquels vous allez participer, il faut que nous soyons clairs sur nos objectifs et clairs sur la méthode de travail. Sur les objectifs, pour ma part, j'en vois 3 aujourd'hui, qui retentissent avec une lumière particulière. Le premier, tout d'abord, c'est l'accès à l'école. Vous allez me dire, monsieur le préfet, vous êtes gentil, mais enfin, il y a eu le Jules Ferry. Ouais. Sauf que le père Jules Ferry, à l'époque où il décidait que les gamins allaient à l'école, d'abord, ils n'y allaient pas tous, contrairement à ce qu'on nous dit. Et deuxièmement, l'autorité de l'État était telle qu'au bout du bout, même dans les familles paysannes du fin fond de nos provinces, les gamins finissaient par aller à l'école. Et quand ils n'y allaient pas, c'était comme les gendarmes qui allaient les chercher. Ouais, ben aujourd'hui, c'est fini tout ça. Donc, premier sujet, interrogation sur l'accès à l'école, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est une réalité concrète, tangible, vous le vérifiez dans tous vos quartiers. Moi, ce qui me frappe, c'est à chaque fois que j'y vais, pendant que les gamins devraient être à l'école, c'est le nombre de gamins qu'on voit qui n'y sont pas à l'école. Voilà, et c'est pas nouveau, il y a 20 ans en Seine-Saint-Denis, c'était déjà le cas. Deuxième sujet, c'est l'accès à l'école, c'est bien, mais la permanence du suivi à l'école, c'est pas mal non plus. Hein. On appelle ça le décrochage scolaire. Ça fait 10 ans que nos collègues d'éducation nationale sont dessus, qu'ils ont fait de grands progrès. Mais moi, je rajoute une troisième catégorie, hein, c'est l'évitement scolaire. C'est tous ceux qui, sous couvert de pratiques X ou Y, en fin de compte, évitent l'école soigneusement. Premier sujet, l'école. Tant que l'école ne sera pas au cœur du village, si je puis dire, tant que vraiment l'école ne sera pas le serment de Koufra que fera une société pour elle-même et pour ses propres enfants, si je puis dire, eh bien, la question de l'intégration scolaire sera une question qui ne pourra pas ne pas être interrogée. L'école, la formation initiale, c'est bien, la formation continuée, appelez les termes que vous voulez, ça m'est bien égal, est aussi indispensable. Aujourd'hui, on a un besoin absolu de développer des politiques de formation continue, articulées avec d'ailleurs la formation initiale, ce qu'on appelle l'apprentissage, qui suppose que très très vite, on mette en dialogue le monde éducatif, l'enseignement classique, comme on disait autrefois, ou l'enseignement technique, et le monde professionnel, qu'il soit d'ailleurs public ou qu'il soit privé, parce que je rappelle quand même que un des grands apports de la présidence de François Hollande, c'était tout de même d'ouvrir l'apprentissage au secteur public. Je rappelle que l'État, aujourd'hui, peut prendre des apprentis. Je le dis à tous les fonctionnaires d'État qui sont là, les apprentis, ce n'est pas que le menuisier du coin. Les apprentis, c'est aussi les collectivités locales, monsieur le maire. Et je sais que vous en prenez ici, dans votre ville. Donc, investissons, mettons-nous en résonance avec cette exigence qui est de dire il y a le temps de l'école et il y a le temps de la formation. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai aussi pour les moins jeunes. Troisième élément, c'est l'accès à l'emploi. Je pense que c'est bien, on a connu l'époque de la formation pour les informations, hein, on a connu les emplois jeunes, les emplois aidés, pour les emplois aidés, qu'on renouvelait sans qu'il y ait de débouchés concrets. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même une conjoncture économique qui fait que, quel que soit le chef d'entreprise que l'on rencontre, y compris dans le secteur agricole, il n'y en a pas un, vous m'entendez, pas un ou pas une, qui vient nous expliquer les difficultés qu'il a pour retrouver des salariés à sa main. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que s'ouvrent ces espaces qu'on appelle les quartiers pour que des entrepreneurs puissent multiplier d'abord les contacts, puissent disposer d'espaces de tiers-lieux, comme on dit aujourd'hui, d'espaces de dialogue qui permettent à des jeunes ou à des moins jeunes de trouver une insertion professionnelle. Alors vous savez, quand on est préfet, on n'est jamais très drôle, mais on est surtout très attentif à ce qu'on lit et à ce qu'on fait.
Et moi, je voudrais rendre hommage, en tout cas, à toutes les équipes qui se mobilisent avec le préfet Barnier sur, par exemple, les emplois francs. Les emplois francs, la métropole européenne de Lille, dont Roubaix, représente 40% des résultats nationaux. Bon, je ne pense pas qu'on lira ça jamais dans la Voix du Nord, mais enfin, je vous le dis ici, par conséquent, 40% des emplois francs en France sont ici. Et nous allons d'ailleurs proposer au président de la République qu'il étende le bénéfice de cette expérience à d'autres territoires que la métropole européenne de Lille. Sur les stages dans classe de 3e, là aussi c'est Barnier qui est notre Saint-Augustin, je ne sais pas comment on peut dire, un peu celui qui fait presque des miracles, méfiez-vous quand même, parfois ça se termine mal. Mais cela étant, sur les stages, combien on en a trouvé? 1500, c'est ça? 1500. Non mais on nous disait il y a encore quelques mois, les gamins de 3e, ils n'arrivent pas à trouver des lieux de stage. Quand on se bouge un peu les fesses, entre nous soit dit, on en a fait 1500, et si on en avait dit 3000, on en aurait fait 3000. Pour vous dire que cette politique de la ville, si elle est une promesse républicaine, pour que cette promesse se concrétise, c'est qu'il faut qu'elle parvienne, comme l'a dit le maire à l'instant, à s'appuyer sur un partenariat. Le partenariat, il a longtemps été un dialogue entre les maires et l'État. Je suis désolé, la puissance publique ne peut pas tout. La puissance publique peut quand elle s'appuie, par ailleurs, sur le secteur qui maille la société, qui est le secteur associatif, notamment dans les quartiers. Puis enfin, il y avait un grand acteur qui était absent. C'était le secteur économique. C'était bien que le grand secteur social soit présent, mais il fallait aussi que le secteur économique soit présent. Car, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, celui qui tout de même crée des emplois, c'est tout de même le secteur économique, qu'il soit secteur économique solidaire, qu'il soit économie privée ou publique, parce que je n'oublie pas qu'il y a encore un secteur public économique dans notre pays qui lui-même est créateur de postes et d'emplois. Donc pour tout ce que vous représentez en termes de valeurs, mais pour tout ce que vous représentez en termes d'espoir, non pas pour vous-même, mais pour ceux pour le compte duquel vous travaillez, mais aussi pour vous-même, parce que je sais qu'on a tous ensemble la foi de cette promesse républicaine. Alors pour tout ça, je vous remercie. Et on va vous en demander bien davantage. Et je sais que grâce à ce séminaire, vous serez encore plus actifs demain matin pour monter en haut de l'Annapurna. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, c'est toute la France qui nous regarde cet après-midi à travers, dans ce lieu déjà expérimental de laboratoire et à travers les chiffres que vous venez de dénoncer et les réussites visibles, concrètes que nous allons analyser. Mais avant tout cela, je vais appeler à cette tribune Anaïs Bréau, sous-directrice du CGET, et qui va nous faire une présentation des orientations stratégiques de la politique de la ville. Et nous allons voir si les ambitions de ce séminaire recoupent celles de l'État. Et voilà, vous êtes la bienvenue, chère madame. La marche est un peu haute, mais voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors, on a prévu un petit PowerPoint, c'est très technocratique. Voilà. On a eu le temps de changer le nom. Merci. La feuille de route pour les quartiers. Donc, on a eu cet été, le gouvernement, une grande annonce de mesures pour les quartiers défavorisés. Une feuille de route qui est intervenue par une communication au Conseil des ministres et qui comprend une quarantaine de mesures dont je vais détailler une partie avec qui a précédé tout un processus de concertation très large. 15 000 personnes au total ont participé à des groupes de travail nationaux, locaux, dans 76 départements sous l'égide des préfets. Le président de la République avait lancé ce travail par son discours ici même à Roubaix en novembre dernier, il y a bientôt un an. Les groupes se sont réunis, ont présenté des propositions. Jean-Louis Borloo a été en charge de rédiger un rapport remis au gouvernement en avril. L'ensemble de cette co-construction, d'une ampleur assez inédite, a conduit donc à affirmer une méthode et une mobilisation collective à nouveau pour les quartiers. Je pense qu'on est un peu loin dans le diaporama, et si on pouvait revenir à la 3e slide, ça serait idéal. Oui, je veux bien. Comme ça, je regarde.
La numéro 3, ce serait idéal. Bon, ça ressemble à ce que j'ai sur mon papier intitulé numéro 3. Donc la précédente me va très bien. Le 14 novembre, je l'ai dit, la co-construction, le lancement d'une feuille de route et une mobilisation générale pour les quartiers. Alors, en matière de sécurité, si on a la même numérotation que la personne qui défile, j'en suis à la slide numéro 6. En matière de sécurité, c'est la police de sécurité du quotidien qui est un effort important pour 60 quartiers dits de reconquête républicaine en 2 vagues. À titre d'exemple, dans les premiers quartiers, les 30 premiers quartiers concernés, figurent un certain nombre de quartiers à Lille. Et c'est un renfort en effectif de policiers et de gendarmes qui se déploient d'ores et déjà sur le terrain. En matière de sécurité toujours, c'est une lutte contre la criminalité organisée et l'économie souterraine. Pour tout ce qui concerne la mixité sociale, on a 2 grands volets d'intervention que sont à l'origine la loi SRU et la loi égalité-citoyenneté sur les attributions de logements sociaux. Dans ces 2 domaines, la volonté du gouvernement est réaffirmée avec, dans la loi Elan actuellement en cours de promulgation, quelques inflexions sur la loi SRU. On ne touche pas aux objectifs et au contraire, ils sont rappelés. C'est à 20% ou 25% de logements sociaux dans chaque commune des intercommunalités selon leur taux de tension sur la demande de logements sociaux. Et quant aux attributions de logements sociaux, la disposition qui a été votée dans la loi égalité-citoyenneté, alors c'est assez technique, mais c'est politiquement très sensible, et pour les quartiers défavorisés, une disposition majeure qui a été votée il y a 2 ans, puisqu'il s'agit de dire que dorénavant, chaque année, dans chaque intercommunalité, les demandeurs de logements sociaux les plus modestes, le quart d'entre eux, on va dire, qui sont dotés des revenus les plus faibles, doivent se voir proposer une attribution de logement social hors des quartiers défavorisés. Il s'agit que pour les nouveaux entrants dans le parc social, on arrête de ne leur proposer que des quartiers déjà situés dans que des logements déjà situés dans des quartiers en grande difficulté et caractérisés par des taux de pauvreté très élevés. Cette loi va mettre évidemment encore des mois et des années à rentrer dans les faits. Ça passe par des conférences intercommunales d'attribution. La loi Elan, en cours de promulgation, renforce ce dispositif, puisque désormais, les 25% qui doivent être proposés aux plus modestes en dehors des quartiers ne pourront plus faire l'objet de modulation à la baisse. Donc c'est une affirmation importante et un engagement pour aller encore plus loin dans cette mixité par l'habitat social. Toujours concernant le logement et le cadre de vie, les annonces récentes la semaine dernière au congrès des bailleurs sociaux ont consisté à mettre en avant un plan de traitement des copropriétés dégradées. Il n'y a pas que le logement social dans les quartiers pauvres, il y a aussi les copropriétés en grande difficulté pour certaines. Et c'est 2,5 milliards qui sont mis sur la table, à la fois portés par l'ANA, par l'ANRU pour une partie, et complétés par des plans, par des prêts bonifiés de la Caisse des dépôts dans son volet qu'on appelle désormais Banque des territoires. Donc tout un portage de mesures en faveur des copropriétés dégradées pour prévenir celles d'entre elles et qui sont dans une situation intermédiaire et qui pourraient plonger dans une situation plus grave, et pour traiter les copropriétés qui sont d'ores et déjà en situation très, très grave. S'agissant de l'ANRU, on a un grand programme de renouvellement urbain à nouveau pour 10 ans, qui entre maintenant dans sa phase opérationnelle. Et ce plan est doté désormais d'un financement de 10 milliards. Donc c'est une hauteur de projets beaucoup plus ambitieux qui sont examinés à l'ANRU de façon très quotidienne. On est en train maintenant de passer en revue l'entièreté des quelques 400-450 projets nationaux et régionaux du nouveau programme de renouvellement urbain. C'est un effort sans précédent pour le bâti et pour les quartiers défavorisés. De la même façon, en matière de solidarité, sont envisagés d'ici 2022, d'ici la fin du quinquennat, le doublement des maisons de santé et des centres de santé dans les quartiers défavorisés, le développement des équipements sportifs dans en particulier les 50 quartiers les plus carencés,
en métropole et outre-mer. En matière de mobilité, c'est la slide suivante, une amélioration de la desserte, en particulier en Île-de-France, dans tout ce qui est fait à travers la Société du Grand Paris, le Grand Paris Express, et le développement de l'accès au permis de conduire. En matière de permis de conduire, il existe déjà un certain nombre d'aides et de dispositifs. Le bilan qu'on en tire est relatif et consiste à dire que, par exemple, le permis à 1 € n'est pas toujours mobilisé à la hauteur de ce qu'il devrait l'être. Ce sont des travaux qu'on engage conjointement avec le ministère de l'Intérieur, la délégation à la sécurité routière, et on va essayer de faire en sorte que ces dispositifs en faveur du permis de conduire et les difficultés d'accès que rencontrent en particulier les jeunes des quartiers défavorisés puissent être surmontées. Je continue. Un inventaire qui est un peu à l'après-vert, mais j'essaierai de développer un peu plus, si j'en ai le temps, les sujets emploi, développement économique. Donc je vais passer un peu plus vite, voilà, sur éducation. Je suis toujours sur éducation et petite enfance. C'était la slide numéro 9 dans mon déroulé. L'amélioration des modalités de garde, sujet très important pour lever les freins à l'embauche, est prévu via un bonus de 1 000 € par place de crèche créée dans les quartiers. Les cités éducatives sont une forme de label qui va traiter à la fois les programmes de réussite éducative, les sujets de bâti scolaire sur lesquels l'ANRU éventuellement intervient, mais aussi les moyens concrets que l'Éducation nationale, ministère important dans notre dialogue quotidien évidemment pour nous, ministère des Territoires, le ministère de l'Éducation nationale a prévu d'ores et déjà d'améliorer le taux d'encadrement par classe dans les maternelles, en particulier dans les 60 quartiers les plus en difficulté, quartiers toujours politique de la ville, augmenté de 3 000 € sur 3 ans dès la rentrée 2018, donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en œuvre, la prime des 60 000 personnels de l'Éducation nationale qui sont affectés dans les réseaux REP+, le doublement, qui est déjà en partie réalisé, mais qui se poursuit, des classes de CP, CE1, d'ici la rentrée 2019 partout dans les réseaux REP+. Et on l'a évoqué rapidement, 30 000 stages aux élèves de 3e pour tout particulièrement les jeunes des quartiers défavorisés. Ça passera par une bourse des stages, une bourse avec une plateforme nationale et un soutien aux associations qui promeuvent ces stages de 3e. Emploi et insertion professionnelle. On a tout un volet formation professionnelle. C'est un sujet qu'on n'avait pas l'habitude de porter avec un tel niveau d'engagement en politique de la ville et s'agissant des quartiers défavorisés. Une table ronde va être dédiée et va donner des illustrations très concrètes en la matière. On a ce qu'on appelle le PIC, le plan d'investissement dans les compétences, qui est doté d'un effort sans précédent de 15 milliards d'euros. Nous prévoyons et nous avons obtenu un ciblage prioritaire de cet effort du PIC qui doit à 15%, ça c'est quand on agrège l'ensemble des briques qui constituent le PIC, à 15% doit bénéficier à des habitants résidents des quartiers prioritaires. Cela va passer par une partie dédiée à des mécanismes de formation, de lutte contre l'illettrisme, puisqu'on sait que l'illettrisme est au moins 2 fois plus présent dans les quartiers défavorisés qu'ailleurs. Ça va aussi concerner les pactes régionaux qui sont en cours de définition et qui incombent évidemment aux régions. Dans tout ce plan de 40 mesures politiques de la ville, énormément de mesures sont portées par les collectivités locales, au premier rang desquelles les régions, les communes, les intercommunalités, mais aussi les associations, les entreprises. Les mesures politiques de la ville incombent à l'ensemble des parties prenantes. Les pactes régionaux, donc, devront avoir, région par région, un regard prioritaire pour les demandeurs d'emploi des quartiers défavorisés et du rural délaissé. Le ministère des Territoires marche sur les 2 pieds. Il s'agit à la fois de prendre en compte les zones urbaines en grande difficulté et les zones rurales elles-mêmes éloignées, enclavées et en difficulté également. Et puis les appels à projets sous l'égide de l'État vont être lancés. Sur certains d'entre eux, nous sommes déjà en train d'examiner les porteurs de projets qui ont répondu à ces appels à projets. D'autres vont être menés à l'échelle régionale sous l'égide des directs. Et certains sont encore en cours de définition. Dans chaque appel à projet, les publics prioritaires des quartiers défavorisés sont visés majoritairement ou prioritairement. Il s'agit de ce qu'on a appelé le 100% inclusion. C'est un appel à projet national. Nous avons déjà 18 candidatures en cours d'examen, des gros consortiums
L'un d'entre eux, par exemple, sans dévoiler encore les résultats, mais pour donner une illustration concrète, l'un d'entre eux vise à qualifier toute une filière de recrutement pour les métiers des bailleurs sociaux. Et donc, c'est un consortium avec l'USH, mais aussi certains groupes associatifs qui vont aider à repérer un public qui pourrait, via une période de formation et de qualification, accéder aux métiers offerts par les bailleurs sociaux. Et puis des appels à projets qui vont être déconcentrés et donc portés par les directs. Je pense en particulier à celui que nous appelons zéro invisible et qui va consister à repérer des publics qui spontanément ne bénéficient pas ou pas suffisamment de la formation professionnelle. Toujours dans le domaine emploi-insertion professionnelle, je vais parler aussi des emplois francs qu'a cité le préfet de région Michel Lalande. La région des Hauts-de-France est concernée, la métropole européenne de Lille est éligible, ces quartiers politiques de la ville sont éligibles au dispositif emploi franc. C'est une expérimentation pour l'instant qui est lancée dans 7 territoires en France, dont la MEL. Sur ces 7 territoires, on propose un mécanisme qui a pour principale qualité d'être très simple et très lisible. C'est ce que les professionnels du service public de l'emploi nous ont bien dit. Il suffit, pour être éligible, d'être demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et résider dans les quartiers politiques de la ville des territoires concernés. Donc l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi de la MEL, des quartiers résidant dans les quartiers politiques de la ville de la MEL, sont éligibles au mécanisme de l'emploi franc. Il s'agit de donner à l'employeur 5 000 € pour une embauche en contrat à durée indéterminée. L'aide est reconductible au maximum 3 ans, c'est 15 000 € donc pour un CDI et 2 500 € pour un CDD pendant 2 ans maximum. On est à peu près à l'échelle nationale à 2 500 maintenant demandes déposées par les entreprises, donc un peu moins d'emplois francs attribués et signés, puisqu'il y a un petit décalage entre le moment où l'entreprise se manifeste et le moment où l'emploi franc est validé et la subvention versée. Près de 800 dans les Hauts-de-France. Et ce que le préfet Lalande n'a pas dit, c'est que la mobilisation très poussée dans les Hauts-de-France fait que le nombre d'emplois francs ici est largement supérieur à la part du public éligible. Je pense que si on est à 40% d'emplois francs dans les Hauts-de-France, c'est pour un public éligible qui est plutôt de 20% de l'ensemble des publics éligibles en France. Donc on a tout particulièrement ici des conditions très favorables, un portage à très fort niveau, y compris par les collectivités locales, la MEL, les élus, l'ensemble des entreprises, les consulaires. Sous l'égide de l'État, on a eu un portage très fort, une réponse à bon niveau du service public de l'emploi de Pôle emploi. C'est pour nous un exemple positif et on essaye ailleurs d'encourager à reproduire une mobilisation de même ampleur. Tout ça dans l'idée de démontrer qu'on a là un dispositif qui vise à, en quelque sorte, rattraper une équité territoriale, remettre en quelque sorte les demandeurs d'emploi des quartiers défavorisés à bon niveau dans la liste d'attente. Une mesure qui vise à la discrimination positive et à surmonter les préjugés et les obstacles, les freins que rencontrent ces demandeurs d'emploi. Vous avez le calendrier et l'expérimentation qui est prévue avec une évaluation qui est d'ores et déjà bien sûr lancée pour essayer de montrer qu'on n'a pas forcément, via le dispositif emploi franc, les moyens de déclencher une embauche, mais on a les moyens d'infléchir la logique et le regard des employeurs. On se trouve tout particulièrement maintenant dans une période économiquement favorable. Pour la première fois depuis des années, le service public de l'emploi est en mesure de présenter aux employeurs des profils de demandeurs d'emploi un peu différents de ce que les employeurs demandaient habituellement. On est en mesure de leur proposer de prendre en compte des candidatures qui valent la peine d'être examinées. C'est toute la logique de ce dispositif. Toujours dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle, je vais citer, mais plus rapidement, d'autres dispositifs importants sur lesquels, là aussi, il y a eu des annonces. On a l'accompagnement aux créateurs d'activités, aux entrepreneurs des quartiers. C'est l'agence France Entrepreneur qui va être reprise par BPI France à partir de janvier 2019. On a toute la mécanique des clauses sociales, des clauses obligatoires dans les travaux publics,
avec ce que fait déjà l'ANRU depuis 10 ans, un montant de travaux et d'heures travaillées dans le cadre de l'ANRU obligatoirement alloués à des publics en insertion, mais c'est aussi vrai pour les travaux qui vont être lancés dans le cadre des Jeux Olympiques et d'autres grands travaux. On a la perspective de doubler le nombre d'apprentis issus des quartiers. Dans le plan apprentissage, c'est un des enjeux pour nous, quartiers prioritaires majeurs. On a au jour d'aujourd'hui en France seulement moins de 6% d'apprentis émanant des quartiers prioritaires. C'est beaucoup moins que leur part dans la classe d'âge. Donc on vise, le dispositif d'apprentissage est finalement devenu très élitiste et donc on vise tout un rééquilibrage de cette mesure apprentissage via l'apprentissage public, mais via aussi des dispositifs qu'on appelle pré-apprentissage. Dans le cadre du PIC, il va y avoir un plan de financement pour ces pré-apprentissages et nous pensons que c'est une bonne façon de faire venir ou revenir vers l'apprentissage des jeunes de milieux très défavorisés. On a aussi un enjeu sur le parrainage et le tutorage qui devraient voir leurs actions augmenter. Toujours dans la feuille de route du gouvernement, et là encore je vais énumérer, puisqu'on ne peut pas tout approfondir, dans le domaine de la lutte contre les discriminations, toute une opération de testing à nouveau, cette modalité de questionnement des pratiques des entreprises et des plus grandes entreprises a déjà été menée récemment, mais on relance cette opération de testing afin que dans leur modalité de recrutement, les entreprises objectivent et reconnaissent les discriminations, souvent involontaires, mais qui sont à l'œuvre dans leur dispositif RH. Prévention de la radicalisation, je passe dans un tout autre domaine, mais il s'agit, au moment où évidemment des efforts importants sont menés en termes de lutte contre les processus de radicalisation, en politique de la ville, on insiste aussi sur tout ce qui relève de la prévention, qui est d'ores et déjà plus ou moins inscrit dans les contrats de ville et qui se situe en amont des mécanismes de dérive sectaire. Et donc on demande que des plans soient rédigés dans le cadre de la politique de la ville et qui mettent en avant les efforts en politique de la ville qui peuvent être et qui doivent être menés en matière de prévention, qu'il s'agisse d'élaboration de contre-discours par exemple, de formation des parents et des soutiens à la parentalité, ou qu'il s'agisse aussi d'actions qui peuvent être menées en matière de santé mentale. Solidarité territoriale, la dotation de solidarité urbaine est augmentée de 200 millions sur 2018-2019. C'est un effort en direction des collectivités qui, pour beaucoup, donc, sont en politique de la ville. Soutien aux acteurs de terrain, on a la création, en plus des postes existants, de 1000 postes d'adultes relais en 2019, le doublement de postes de coordonnateurs associatifs, 15 millions d'euros à l'échelle nationale pour les grands réseaux associatifs pour qu'ils accentuent leurs efforts sur les territoires défavorisés. Un effort aussi pour ouvrir davantage de centres sociaux ou d'espaces de vie sociale d'ici la fin du quinquennat. On en prévoit 260 de plus. Et la revalorisation statutaire des travailleurs sociaux. Dans le domaine de l'engagement, c'est 20 000 acteurs de terrain par an qui vont encore être formés aux valeurs de la République et à la laïcité. C'est un module de formation que le ministère des Territoires et le CGET déploient maintenant depuis plusieurs années. Le développement également du service civique. Et puis des actions en matière de culture et d'égalité hommes-femmes. Je pense qu'on a là un panorama très complet de ce qu'est la feuille de route du gouvernement, qui encore une fois relève de la responsabilité de l'État, mais aussi, je le redis, des intervenants que sont les collectivités locales, les associations, les entreprises, et pour une partie vont se déployer entre maintenant et les années qui viennent.